nous a informé, ce Eran Yaakov en question, le directeur des impôts, avoir reçu des milliers d'informations de personnes détenant des comptes à l'étranger. Ce sont des personnes qui sont israéliens, qui ont des comptes à l'étranger et qui n'ont pas déclaré ces comptes à l'administration fiscale israélienne. On dit, on a fait l'ALIA, je suis plus français, je me suis déconnecté fiscalement de France, j'ai plus de problème. Mais non, là on habite en Israël, on est assujetti à la loi israélienne, on doit rendre des comptes. Tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Nathanaël Cohen. Vous le connaissez bien si vous suivez les programmes de Studio Qualita. Il est expert comptable et il vient de nous parler d'un congrès qui a eu lieu il y a 2 semaines à Eilat à propos de la fédération, c'est plutôt la fédération des conseillers dans le paiement des taxes qu'il a organisé. Et en général, ça donne la tendance de ce qui nous attend, nous, les particuliers dans l'année à venir. Nathanaël Cohen, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, il y avait du beau monde présent dans ce congrès. C'est important d'en parler parce que ça donne vraiment les tendances fiscales, j'aimerais dire. Voilà. Ouais, exactement. C'est Yoatse Mas pour être plus précis. En hébreu, ça s'appelle comme ça. Voilà, à chaque fois, il y a les fédérations des avocats, des experts comptables, il y a des Yoatse Mas. Et comme vous avez dit, ça donne exactement la tendance, surtout en fin d'année, avant les nouvelles réformes qu'il y a chaque année. Et il y a surtout des invités de prestige. De prestige, et qu'on doit suivre, parce que quand ils parlent, évidemment, ils savent de quoi ils parlent. Alors, il y avait le directeur des impôts israélien, Eran Yaakov. Exactement. Et il y avait, on va dire, le directeur de la Fédération des conseillers pour le paiement des taxes, qui s'appelle Yaron Guindy. Voilà, donc c'est les 2 stars en matière de fiscalité israélienne. Ouais, surtout le directeur des impôts, c'est lui qui décide de ce qui va se passer. Bon, alors, quel a été le sujet phare, on va dire, de ce congrès ? Alors, le sujet phare de ce congrès, c'est une assez mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont des comptes à l'étranger. C'est justement, encore une fois, l'échange d'informations entre les pays. Mais contrairement à ce qu'on a parlé plus d'une fois dans ces studios aussi, les Français qui ont des comptes en Israël qui sont transférés à la France, là, c'est de l'autre côté. Oui, enfin, ce dont on a parlé beaucoup, c'est l'échange d'informations entre Israël et la France, où Israël était obligé d'envoyer ces informations sur les gens qui avaient des comptes ici, en France notamment, et dans d'autres pays. Alors maintenant, si je vous suis, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça devait toujours être le contraire. Mais là, il nous a informé, ce Eran Yaakov en question, le directeur des impôts, avoir reçu des milliers d'informations de personnes détenant des comptes à l'étranger. Donc en France notamment. En France notamment pour nous, c'est-à-dire en Suisse, en Belgique. Ce sont des personnes qui sont israéliens, qui ont des comptes à l'étranger et qui n'ont pas déclaré ces comptes à l'administration fiscale israélienne. Voilà, donc ça veut dire que là maintenant, si les gens qui nous écoutent ont des comptes à l'étranger, il faut se mettre en règle avec l'administration fiscale israélienne pour éviter les problèmes. Exactement, voilà, on dit qu'il y a plus de 250 lettres par jour qui sont envoyées à ces détenteurs de comptes. Alors, de quoi ? Les Israéliens qui envoient les Israéliens qui envoient aux titulaires de ces comptes israéliens des lettres, les informant qu'ils savent qu'ils ont des comptes à l'étranger, de venir se régulariser au plus vite. Et oui, parce qu'en général, on fait l'ALIA, on ouvre un compte ici, et puis on se dit, on a 2 vies séparées, donc ce qu'il y a là-bas, voilà, ça regarde personne. Ouais, mais surtout, c'était pour les Israéliens en règle générale, mais pour les Français qui ont fait leur ALIA, eux aussi, comme vous le dites, ils sont considérés aujourd'hui israéliens. Des fois, on l'oublie. Fois, on l'oublie. On dit, on a fait l'ALIA, je suis plus français, je me suis déconnecté fiscalement de France, j'ai plus de problème. Mais non. Là, on habite en Israël. On est assujetti à la loi israélienne. On doit rendre des comptes à l'administration fiscale israélienne. En Israël, mais aussi sur l'argent qu'on gagne à l'étranger. Exactement. Qu'est-ce qui peut être comme argent à l'étranger ? C'est par exemple les plus-values sur les comptes des placements financiers. Vous savez, les personnes... Ouais. Surtout les placements financiers, c'est un bon exemple parce que les personnes qui ont des comptes à l'étranger, par exemple un Israélien qui ouvre un compte en Suisse, les plus-values qu'il fait sur ce compte, les intérêts qu'il génère, qu'il perçoit sur ce compte-là, en Suisse ou en France, ne sont pas imposés à la source à partir du moment où la personne n'est pas résidente française ou suisse. Donc si vous allez en Suisse demain, vous ouvrez un compte et vous êtes israélienne, il ne vous impose pas à la source, c'est à vous de régler cette imposition dans le pays de résidence dans lequel vous vous trouvez, d'où Israël dans notre cas. Ça veut dire que si la Suisse ne vous impose pas, en Israël vous êtes imposable et il faut le savoir et surtout le déclarer. Alors ça c'est, on va dire, c'est la règle. Maintenant, que se passe-t-il pour les nouveaux immigrants, puisqu'ils ont une exonération d'impôts pendant 10 ans ? Exactement. La différence principale entre les nouveaux immigrants et les Israéliens, c'est que les nouveaux immigrants, pendant les 10 premières années, ils ont une imposition territoriale. Ça veut dire quoi territoriale ? Seulement ce que je gagne
en Israël, que je génère à partir d'Israël. D'accord. Tout comme des revenus passifs, par exemple, tout ce qui a été généré en dehors du territoire israélien, n'est pas imposable. On n'a pas besoin d'imposer, et non seulement imposable, ni déclarable en Israël. On n'a pas besoin de le déclarer non plus. Ça, c'est pendant les 10 premières années. Même pendant les 10 ans, vous allez me dire, bon, même si la France envoie des informations à Israël, on est dans les 10 ans, on n'a pas de problème. Ça, c'est bien pour les revenus qui ont vraiment été générés en dehors du territoire. Mais imaginez-vous, par exemple, un Français qui a fait son Aliyah, qui travaille à partir d'Israël, et qui gagne de l'argent dans un compte français qu'il a toujours eu, il avait des comptes en France. Là, Israël pourra un peu plus approfondir à son sujet pour savoir est-ce qu'il a gagné cet argent via Israël ou pas Israël. Ça veut dire déjà, on est dans le radar israélien. C'est-à-dire même pendant la période des 10 ans. C'est vrai que les personnes qui ont seulement des revenus passifs comme retraite ou des comptes d'assurance vie ou des placements financiers, ceux-là, ils n'ont pas de quoi s'inquiéter pendant les 10 premières années, il n'y a aucun problème. D'accord. Les personnes qui continuent à travailler et que c'est un peu tangent par rapport à la localisation de leur activité. Où se fait exactement? Parce que vous savez, des fois on dit, est-ce que ça s'est fait d'Israël, ça s'est pas fait d'Israël? C'est un sujet vraiment... Il faut se mettre au clair. Ça, il faut se mettre au clair, il faut faire attention parce que sachez qu'Israël a l'information. Vous avez un compte à l'étranger, vous avez un compte en France, il y a le solde du compte, il y a le nom de la personne qui détient le compte, il y a son nom, sa date. En fait, on ne peut plus rien cacher, bon, même si c'est pas forcément un désir de cacher quoi que ce soit, mais il faut savoir que tout le monde sait tout. Aussi bien l'administration fiscale française ou autre, aussi bien que l'administration israélienne. Exactement, donc c'est très important aussi pour les personnes qui ont fini leurs 10 ans. Oui, ok, qui ont terminé leur période d'exonération. Ça, je le vois de plus en plus de personnes qui délaissent un peu cette déclaration après les 10 ans. Déclarer. Après les 10 ans, la retraite, elle est imposable, les revenus passifs sont imposables, même les plus-values financières sont imposables. Donc, allez voir votre expert comptable, allez aux impôts, déclarez, régularisez-vous parce que c'est pénal, la non-déclaration. Et c'est vraiment le sujet. S'ils en ont parlé en premier à ce congrès-là, avec la valise où il y a toutes les informations, ils nous disent sachez qu'on va arriver chez chacune des familles qui détient un compte à l'étranger. Et Israël, c'est un petit pays, c'est pas comme la France où il y a 70 millions d'habitants. Ça va très vite. Bon, alors ça, c'était le sujet le plus important, on va dire, du congrès, mais il y a eu quand même une nouvelle sympa, qui concerne pas énormément de monde, mais quand même, elle mérite d'être citée. Ça concerne la crypto-monnaie. Alors, quelle a été la nouveauté dans ce domaine? Sujet dont on a déjà parlé aussi ici, de la crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie, vous le savez, c'est une monnaie qui est assez délicate, on va dire ça comme ça, par rapport à la provenance de ces fonds-là, et qui l'utilise, c'est quelque chose qui... C'est une monnaie qui a servi à faire du blanchiment. Ça a servi à faire beaucoup de choses, donc c'est toujours délicat, et les banques se sont toujours méfiées de réceptionner cette monnaie-là. Donc, en général, les banques n'encaissaient pas la crypto-monnaie. À moins que vraiment, on avait parlé une fois d'une jurisprudence, à moins qu'il y ait vraiment une attaque, une poursuite, en règle générale. Vous allez à la banque, vous leur dites... J'ai de la crypto-monnaie que j'ai investie, que j'ai achetée légalement avec mes salaires, par exemple, on peut prouver la provenance des fonds. La banque n'acceptait pas, ne veut pas rentrer dans ça. Et maintenant, ça a changé. Israël nous avait promis l'année dernière aussi, en début janvier, qu'ils allaient régler ça. Et là, Eran Yaakov, pendant ce congrès, là, a vraiment annoncé, il a dit ça y est, c'est un sujet qui a été traité. Dans les prochains jours, nous allons voir vraiment la différence, même l'approche des banques sera différente envers ces détenteurs de crypto-monnaies-là. Mais bien entendu, ils devront quand même prouver la traçabilité de ces fonds, la provenance, etc. C'est pas quelque chose... Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aura une facilité d'encaisser ou de déposer sur son compte israélien de la crypto-monnaie. Exactement. Ce sera possible, et même de dire, j'ai tant de crypto-monnaies, je veux les décaisser en shekels, ce sera possible. Exactement, chose que c'était vraiment impossible. Donc les gens le faisaient en dehors d'Israël, et c'était vraiment compliqué pour récupérer après cet argent. Aujourd'hui, en Israël, ça sera faisable. Et c'est vraiment une question ça sera très prochainement en fonction de ce qu'il a dit, quoi. On verra. Bon, ok, alors ça c'est plutôt sympa pour ceux qui en ont, mais évidemment tout le monde n'a pas cette chance, mais c'est bien de donner l'information. Et puis là, ils ont conclu avec une info assez sympa, ça concerne les influenceurs. Alors c'est assez rigolo que les impôts s'intéressent à eux, mais pourtant ils sont aussi sous les radars. Ouais, mais c'est marrant, vous dites influenceurs, les impôts, eux aussi, en parlant des influenceurs, ils ont dit qu'eux aussi allaient être sur TikTok bientôt. C'est-à-dire le service des impôts va essayer de faciliter l'approche envers les impôts pour les personnes, pour les jeunes, parce qu'en principe, les influenceurs, c'est une tranche d'âge qui est assez jeune. C'est des gens qui ont... Donc ils ont voulu, ils vont faire en tout cas leur pub et leur communication sur TikTok. Mais qu'est-ce que les impôts cherchent aux influenceurs? Qu'est-ce qu'ils leur veulent? Les influenceurs, comment ça marche les influenceurs? C'est des personnes qui, on va dire, convainquent des gens à acheter un certain produit, par exemple. Ça, c'est un des exemples des influenceurs. Ils sont connus, ils font leur petite story sur Instagram. Ils se font payer pour ça. Ils se font payer, mais comment ils se font payer? Voilà, vous avez dit ils se font payer. C'est ça toute la question. Parfois, ils se font payer en argent, tout simplement.
Donc, argent, c'est une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent. Et en Israël, il n'y a pas de cadeaux. Les cadeaux sont imposés, à moins que ce soit de père en fils. Mais là... Mais alors, on ne parle pas de cadeaux, là, on parle d'argent. Donc, c'est de l'argent qui est arrivé chez nous. Donc, l'argent qui arrive, une personne perçoit de l'argent en contrepartie d'un travail qui a été fait, parce que c'est vrai que sa petite story, c'est un travail. Okay. C'est un revenu imposable aux yeux du fisc. Donc ça, d'accord, ça paraît clair. Maintenant, où c'est plus compliqué, c'est parfois que ces influenceurs ont des réductions, des avantages ou des cadeaux de ces sociétés-là qui ne les payent pas en argent, mais qui leur font un cadeau. Voilà, je donne un exemple. Un concessionnaire connu de marque de voitures de luxe a... Barefaeli s'est intéressé à une des voitures. Eux, ils ont tout intérêt à ce que Barefaeli roule dans cette voiture parce que ça va faire bien. Donc, ils ont fait une réduction de 40% de cette voiture. Sur le prix de la voiture. Sur le prix de la voiture. On imagine très cher, donc on imagine très cher, que c'est 40%. Donc 40%. Mais ces 40%, c'est en contrepartie, encore une fois, de quelque chose, qu'elle va se promener avec la voiture, et c'est comme si qu'elle avait gagné de l'argent, qu'elle avait gagné ces 40%. C'est comme si elle faisait un travail, et c'est comme qui était rémunéré à hauteur des 40% de réduction qu'elle a eu. Incroyable. Et donc, et surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les influenceurs, les partenariats, vous savez, les personnes, ils vont faire une petite photo d'un magasin, ils vont avoir des trucs gratuits. Et là, aujourd'hui, c'est contrôlé. Et ils ont dit d'ailleurs qu'ils allaient expliquer les solutions d'imposition, parce que comment on déclare ça? C'est-à-dire, vous avez reçu une des... Compliqué. C'est très compliqué, il faut avoir un expert comptable, il faut avoir un comptable, il faut savoir comment la loi s'applique. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle d'imposition pour les influenceurs. Les impôts ne savent pas encore comment... Ils ne sont pas vraiment dessus. Là, ils ont dit qu'ils allaient en faire leur proie. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant... Et en plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très facile à les trouver. Une personne qui a pas mal de followers, bien sûr, c'est des gens qui reviennent, peut les voir sur Instagram, et très facilement, ils vont voir, ils ont fait une pub pour le produit Ahava, et ben ils vont voir directement combien de produits ils ont reçus, ou si elle a reçu de l'argent en contrepartie, et là, demander où est passée l'imposition. Donc, il faut faire très attention à la visibilité, et si on est visible et qu'on parle de quelque chose, ben, il faut s'attendre à une petite visite des impôts, en tout cas, à se mettre en règle avec eux. Donc on répète les cadeaux, les réductions, ça paraît fou, mais c'est vrai, sont des revenus imposables. Cadeaux, réductions, partenariats, tout ce qui est en contrepartie de quelque chose, c'est un revenu imposable, c'est un travail. On espère quand même que les influenceurs vont continuer à nous mettre un peu de soleil dans nos vies, parce que voilà, il ne faudrait pas que ça s'arrête non plus. Ils vont juste augmenter leurs tarifs, à mon avis. Peut-être aussi. En tout cas, merci Nathanaël d'avoir été avec nous. Merci pour ces infos en prise avec l'actualité, et on se retrouve une prochaine fois. Merci à vous aussi. À bientôt.